Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Romain Welch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Théorème. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser présenter Théorème, donc à la fois sur sa date de création, sur ses domaines d'activité, et puis peut-être voilà sur les typologies d'actifs que vous couvrez, ainsi que les zones géographiques dans lesquelles vous intervenez. Théorème, c'est une structure que j'ai créée avec 3 autres associés en 2020. Pendant la période du Covid, et l'idée était de proposer aux investisseurs particuliers un investissement immobilier très institutionnalisé, puisque quand nous investissons, nous nous associons régulièrement avec des partenaires investisseurs institutionnels, asset managers institutionnels. Le premier véhicule que nous avons lancé s'appelle Pythagore. C'est un véhicule qui est commercialisé dans l'assurance vie, qui investit à la fois en direct, dans des actifs que nous gérons nous-mêmes, dans des actifs gérés par des tiers, notamment au travers de Club Deal, et dans des fonds d'investissement quand nous n'avons soit pas le savoir-faire en direct, soit la capacité d'intervenir sur des marchés étrangers. Par exemple, sur ce véhicule, nous avons investi avec des asset managers type Ardian, Tishman Speyer ou PGIM. Nous avons également lancé en 2022 une SCPI qui s'appelle Login, qui est une SCPI dédiée à la classe d'actifs industriels et logistiques. C'est un véhicule qui a été lancé à un très bon moment de marché, puisque la correction des prix avait commencé à avoir lieu, donc nous permettant d'acheter à de meilleurs prix. On n'a pas de problématique de valorisation dans le véhicule, puisque nous n'avions pas d'actifs, et donc c'est une SCPI qui se commercialise très bien également auprès du grand public. Nous sommes une structure de 20 collaborateurs distribués principalement, nos produits sont distribués principalement au travers des CGP et contrats d'assurance vie. Alors vous venez d'évoquer la SCPI Login, donc c'est intéressant, c'est forcément un sujet que l'on voulait évoquer puisque c'est quelque chose de récent, donc dédié à l'immobilier industriel européen, aussi bien sur la logistique, les murs d'usine, locaux d'activité, data center, donc beaucoup d'actifs assez diversifiés. Je pense notamment ici aux data centers qui sont une typologie d'actifs qui sont en pleine croissance. Donc effectivement, c'était vraiment le but de diversifier au maximum et au sein de différents pays. Je crois que vous êtes notamment le dernier pays dans lequel vous intervenez et l'Italie, je crois. Donc c'était vraiment l'objectif pour vous de vous diversifier par rapport à ça. L'objectif de Login, c'est une idée qui remonte à quelques années. C'était de travailler sur la réindustrialisation de l'Europe. On a vu les problématiques de chaînes d'approvisionnement, de rupture de chaînes d'approvisionnement, de dépendance à certains pays sur la production pendant la période Covid, mais même après, avec un événement qui avait été assez marquant, qui avait été le blocage du canal de Suez quand un porte-conteneur avait eu un accident. Bon, tout ça a créé des problématiques en Europe, ayant contribué à créer des pénuries, à avoir des retards de production. Et il en est ressorti une volonté européenne de réimporter l'industrie en Europe, qu'on avait eu tendance à laisser partir dans des pays à plus faible coût de développement. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'ensemble des industriels a cherché à se prémunir de ces signes noirs qui peuvent arriver de temps en temps et à avoir ces ruptures de chaîne d'approvisionnement, en passant d'une logique de stockage qui était du just-in-time à une logique de stockage de just-in-case, ce qui veut dire qu'il faut avoir en Europe des locaux d'entreposage dans lesquels on peut avoir le stock qui nous permettra de répondre à un besoin ponctuel en cas de difficulté d'approvisionnement. Et ça, on l'a traduit avec Login. Ça a été vraiment notre volonté de participer à ce mouvement, donc d'accompagner les entreprises qui voulaient revenir en Europe, participer avec les efforts de l'Europe au fait de financer la construction et le déploiement des entreprises sur des nouveaux bâtiments, mais également toute la partie stockage qui est un élément éminemment important
de la production. Les data centers, vous en avez parlé, c'est également un enjeu de souveraineté. Quand on produit, on a énormément de données. On souhaite pouvoir, au travers des data centers, assurer ce stockage sur le territoire européen. Et ça va un petit peu plus loin, puisqu'on veut traiter toute la chaîne de valeur en partant dès la partie recherche avec tous les locaux de life science, donc toute la recherche et développement, production on en a parlé, jusque à l'entreposage et au stockage de données. Et justement, vous dites avoir été être une jeune structure, notamment fondée donc à peu près à la période Covid. C'est peut-être pas un hasard non plus, étant donné que la logistique, on sait que ça a été un secteur qui a peut-être été en difficulté par le passé. On s'est néanmoins rendu compte que pendant la période Covid, notamment sur la livraison, sur la démocratisation de beaucoup de plateformes comme Amazon, comme le fait de pas pouvoir sortir de chez soi, mais au contraire de se faire livrer, il y a eu un essor nouveau de la logistique, en tout cas quelque chose qui a vraiment fait en sorte que cette typologie d'actifs soit de nouveau très très réactive et très plébiscitée. Vous l'avez remarqué vous justement à ce moment-là, et surtout comment ça s'est concrétisé? Je veux dire, est-ce que après, entre guillemets, l'effet de mode est un petit peu retombé à partir du moment où les confinements ont cessé, où une vie normale est réapparue, ou est-ce que c'est encore une typologie d'actifs qui fonctionne assez bien? Alors sur la logistique, l'intérêt de la classe d'actifs vient d'une période qui est bien avant le Covid, puisque l'essor du e-commerce y a fortement contribué. Le fait d'expédier des colis, d'assurer des retours a nécessité des locaux spécifiques de messagerie, des locaux qui savaient traiter ces flux retours qui nécessitaient énormément de surface, donc des constructions de plateformes neuves. Mais de la même façon, il faut pour les producteurs des espaces de stockage pour pouvoir assurer aussi la livraison de ces transporteurs qui vont assurer la livraison jusque au client chez lui. Donc il y a eu ce besoin qui est un besoin de mètres carrés de stockage bien plus important que le simple stockage dédié à la livraison en magasin. Ça a été un premier élément. Le Covid a bien sûr amplifié ce besoin, mais le changement de logique des industriels, de dire que ils ne voulaient plus dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales et avoir un stock minimum qui reste en Europe pour pouvoir continuer à produire s'il y avait à nouveau une difficulté, une crise sanitaire, économique, géopolitique majeure, fait que on a besoin de plus en plus d'entrepôts. Donc c'est ce besoin qui renforce le besoin de plateformes modernes, nouvelles, le développement de ces entrepôts, et qui contribue à tirer le prix des loyers vers le haut, et qui fait de cette classe d'actifs une classe d'actifs qui a d'excellents fondamentaux. Et justement, quel état des lieux peut-on établir pour le marché de l'immobilier industriel, aussi bien en France qu'au sein de la zone euro et au sein de l'Europe, avec quel bilan et quelles perspectives selon vous? En 2023, l'ensemble des classes d'actifs immobiliers a subi une correction de valeur. Ça, c'est indéniable. Une remontée des taux n'est pas sans conséquence sur la classe d'actifs immobilière. La classe d'actifs industriels et logistiques en a bien sûr pâti, mais ce qui est intéressant, c'est la prévisibilité des flux locatifs. Et en fait, ces flux locatifs sont extrêmement soutenus par le besoin des industriels, par les besoins des logisticiens qui cherchent davantage de plateformes. Vous avez un certain nombre de lois également, notamment en France, la loi ASAN, qui vise à restreindre l'artificialisation des sols, qui rend plus rare ce type de bâtiment, qui crée une moindre visibilité sur la production de plateformes neuves, et donc qui contribue à alimenter cette croissance des loyers.
Donc aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui a un taux de vacances qui est extrêmement faible dans l'ensemble des pays européens. Alors vous avez bien sûr des zones qui sont plus dynamiques que les autres, mais globalement c'est une classe d'actifs avec peu de vacances, des loyers qui sont tirés vers le haut, une demande qui est forte tant des industriels que des logisticiens. Donc nous certes, correction des prix en 2023, mais les fondamentaux sont excellents et on est convaincu que c'est une des classes d'actifs qui va le plus performer dans les années à venir. Et enfin, quel avis portez-vous sur le marché immobilier à l'échelle européenne d'une façon globale, en sortant justement de l'aspect purement lié à la logistique? On sait que beaucoup de choses qui se disent, même si la logistique n'est pas forcément le secteur le plus impacté, c'est pas forcément la même chose pour des secteurs comme le logement, comme le tertiaire. Quel regard vous portez justement en tant que président de Théorème sur le marché d'une façon générale, d'une façon globale? C'est un marché qui reste sain d'un point de vue locatif et ça c'est le point fondamental qu'il faut garder, quelles que soient les classes d'actifs. Alors oui, dans des sous-secteurs, vous pouvez avoir des difficultés. Il est indéniable que des bureaux de périphérie sont des actifs qui souffrent. Mais il ne faut pas mettre tous les bureaux dans le même panier. Quand vous êtes au cœur de Paris, vous avez peu d'offres disponibles, les loyers sont à nouveau tirés vers le haut. Et ça, c'est les fondamentaux. Il faut rester proche des fondamentaux. Donc, retournement des valeurs, il y a une augmentation des taux d'intérêt, c'est normal. Aujourd'hui, on est sur un atterrissage. Il y aura probablement encore quelques petites baisses de valeur fin mars, peut-être fin juin. Ma vision personnel et de dire que l'atterrissage est là et je ne vais pas parler d'une reprise, d'une croissance de valeur sur 2024, mais une stabilisation devrait arriver. Et ça, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on est sur une stabilisation des prix, ça veut dire que les acteurs savent se positionner, peuvent refaire des offres et les transactions vont reprendre, ce qui va dynamiser le marché et recréer une certaine normalité. Peut-être pas avec les prix que l'on a connus il y a quelques années, mais avec des transactions, avec de nouveaux prix de marché et surtout des fondamentaux, ce que j'ai dit, sur les loyers qui restent très solides. En revanche, sur le locatif, c'est plus compliqué concernant le logement. J'imagine. C'est compliqué sur le logement d'un point de vue offre, oui. Parce que on va manquer davantage de logements. Ce qui arrive aujourd'hui aux promoteurs est problématique pour les années à venir. En tant qu'investisseur, ça tire les loyers vers le haut. C'est probablement pas une réponse très satisfaisante parce que avant tout, il faut loger les gens. Mais encore une fois, la crise du logement n'est pas une crise de l'investisseur immobilier, c'est plutôt une crise du locataire. Et ça, c'est l'accompagnement du gouvernement, la capacité que l'on va avoir à simplifier l'obtention d'autorisation administrative, le fait de redonner un petit peu de latitude financière aux promoteurs pour relancer cette construction de logements neufs. Mais bien évidemment, le fait que les programmes se soient stoppés pendant 18 mois sera un impact non négligeable. Merci beaucoup Romain Welch. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.